Bonjour, je m'appelle Alice et je suis élève de terminale au lycée français Jean Monnet de Bruxelles et aussi jeune reporter depuis maintenant 3 ans. Et moi, c'est Zoé, donc aussi jeune reporter au lycée français Jean Monnet de Bruxelles, élève de terminale également. Et est-ce que vous voulez vous présenter? Alors moi, je m'appelle Bertrand Gilles. C'est compliqué de me présenter parce que je ne sais jamais par quel bout le faire. Parce que je pourrais vous dire ce que j'ai fait et c'est plutôt dans ce sens-là que je pense que vous m'interviewez. J'ai une longue carrière de handballeur professionnel derrière moi. Pendant 19 ans, j'étais handballeur professionnel. De 1996, donc vous étiez pas né, à 2015. Et j'ai été membre de l'équipe de France de handball de 1997 à 2013. Mais ça, c'est le côté sportif. À côté de ça, on se résume jamais. Par exemple, vous résumez pas au fait que vous êtes juste des jeunes reporters, quoi. Ce que vous êtes, ça dépasse largement ce que vous faites. Donc, moi, je suis aussi marié avec Raphaël depuis 21 ans. Et j'ai 3 enfants. Tao, qui est plus vieux que vous, qui a 20 ans, Zora, qui a 18 ans et qui est en première année de fac, et Maë, qui a 1 an de moins que vous. Si j'ai bien compris, si vous n'avez pas sauté, si vous n'avez pas sauté d'étape, ça veut dire que C'est ça, vous êtes toutes les deux de 2006. Ouais, exactement. bravo. Je crois que je suis. Calcul. Et aussi, on voulait rappeler que Mais du coup, ici, c'est une interview dans le cadre de la semaine des lycées français du monde et que vous êtes d'ailleurs, du coup, un des grands témoins de cette semaine. Et du coup, on peut commencer par la première ouais. question. Donc la thématique de cette semaine des lycées français du monde 2023, c'est apprendre, s'engager, s'épanouir, le sport pour tous et pour toutes. Et nous, on voulait vous demander, enfin, ou te demander, qu'est-ce que t'évoques le thème de la SLFM, donc de la semaine des lycées français du monde? Je trouve que ce sont des super initiatives parce que de toute façon, tout ce qui peut faire du lien et créer des passerelles entre les gens est, à mon sens, aujourd'hui quelque chose une problématique qui est excessivement contemporaine. Les Jeux Olympiques sont le théâtre pour ça, de convergence, de plein d'énergie positive et je m'en réjouis vraiment. Euh, alors, je suis pas très optimiste en fait. Je vais m'apercevoir de mes propos, mais de me dire que voilà, que le sport reste encore un des seuls moyens qui permet de créer du lien, de créer de l'énergie positive et de rassembler. Et ben, je trouve que c'est une super initiative et deux, qu'on devrait en faire plus souvent. Et du coup, quelle place tient pour vous le sport, enfin, les valeurs et le sport dans votre vie? Alors, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous faire bizarre, mais aujourd'hui, vous voyez, il y a derrière vous Usain Bolt, qui est un recordman du monde du 100 mètres. Moi, j'ai parcouru ma vie de sportif comme un sportif professionnel. Et ce qui est paradoxal dans ce que vous observez, le sport que vous observez actuellement, c'est que le sport pro est la vitrine du sport, alors qu'il n'emporte aucune des valeurs, quasiment. Euh, le sport pro, c'est un lieu d'exclusion, d'injustice, c'est un lieu malheureusement, de tricherie. C'est un lieu où on essaye de tuer symboliquement son adversaire. Bon. Et moi, ça a été ma vie pendant 20 ans, donc j'en parle avec beaucoup de facilité, sans problème. Euh, mais toutes les valeurs qu'on associe au sport, elles sont à l'opposé de celles-ci. Et c'est ce qui me semble, moi, être un paradoxe entre la manière avec laquelle les moyens que l'on met en œuvre pour promouvoir le sport et ce qui est affiché par le sport. Je trouve que là, il y a un espèce de grand écart qui n'est pas forcément sain, parce que c'est celui qui porte toutes les valeurs, c'est le sport amateur, dans lequel, oui, je ne vais pas parler de la santé non plus, mais je veux dire, tous les anciens athlètes portent les scories, portent les blessures qu'ils ont dû consentir pour arriver au niveau où ils sont arrivés. Le sport amateur, lui, c'est un sport santé, c'est un sport d'inclusion, c'est un sport d'intégration, c'est un sport solidaire, c'est un sport juste.
En gros, vous voyez, il y a ce paradoxe-là entre que le sport porte toutes ces valeurs-là, et je ne sais pas duquel vous voulez parler exactement. Du coup, parce que évidemment, c'est les valeurs du sport dont vous parlez, amateur, parce que, en tout cas, c'est celle que nous, Ouais. en tant qu'élèves, on voit, parce que la plupart des élèves font des sports pour Collectif. s'amuser, collectif. Ouais. Et donc, nous, par exemple, on avait participé au GIG l'année dernière, et donc on voit à quel point ça crée des liens, le sport, et c'est génial. Donc, je sais pas, c'est évidemment affreux d'entendre parler de tricherie, mais vous avez vu de la tricherie à votre échelle, enfin, à votre niveau, il y a encore de la tricherie? Alors, quand moi je vous parle de tricherie, vous entendez dopage. Ouais, oui. Dopage, oui, je sais Ouais. pas, autre Mais en tricherie. fait, tricherie, ça peut être aussi jouer avec la règle, jouer avec l'arbitre. Quand tu sais que tu fais quelque chose qui devrait être sanctionné, bah, tu fais aussi tout pour pas être sanctionné. Et quelque part, on dépasse déjà l'esprit du jeu, Oui. si tu Il vois y a ce que je beaucoup veux dire. de cas de corruption aussi, enfin, de suspicion de corruption entre joueurs et arbitres, souvent. Il y a eu ça aussi. J'avoue que j'ai eu la chance d'avoir un sport qui était plutôt épargné par les affaires de dopage. Mm. Les dernières affaires de dopage, c'est des histoires de prise de drogue récréative, des gens qui avaient, mais ça date déjà de plus de 20 ans, des gens qui avaient fumé des joints et comme le cannabis fait partie de la liste des produits dopants, ils se sont retrouvés à être suspendus. Mais bon, j'allais dire qu'on peut légitimement se poser la question de est-ce que c'était un dopant qui visait à améliorer leur performance ou est-ce qu'ils se sont fait attraper parce qu'ils sont trop bêtes. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai pas eu ça. Malheureusement, on a comme dans beaucoup de sports actuellement, le phénomène des paris qui arrive. Et les paris sportifs, ce sont des mannes financières qui sont énormes, qui sont très difficiles à contrôler et qui génèrent des comportements déviants. Et malheureusement, on n'a pas été épargné par ça. Mais malgré tout ce enfin, négatif ou des problèmes dans le sport qui sont pas vraiment enfin, des valeurs du coup maintenant dans le monde professionnel, est-ce que le sport professionnel que vous avez vécu vous a quand même apporté quelque chose dans votre vie quotidienne? Et est-ce que vous avez su transposer quand même quelques valeurs dans votre vie? Oui, mais je m'aperçois que je vais dresser un portrait excessivement noir du milieu dans lequel je viens. Mais pour répondre à ta question directement, bien évidemment, le handball, ça m'a façonné. Mais ça a façonné celui que je suis dans ma personnalité, ça a façonné ma manière de voir les interactions entre les gens, ça a façonné euh, j'ai eu la chance de vivre des moments extraordinaires et c'est des moments qui vous enrichissent et qui vous font du bien parce que vous donnez énormément d'énergie, énormément de temps. Avoir la chance d'être récompensé pour les efforts qu'on a fournis, c'est très, très gratifiant. C'est très gratifiant et à la fois, c'est hyper dangereux parce que quand vous êtes champion du monde, quand vous êtes champion olympique, vous rencontrez sur votre parcours plein de gens qui sont là à vous taper dans le dos, à vous dire, oh là là, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es intelligent, qu'est-ce que tu parles bien. Et si le socle familial et l'environnement affectif duquel on vient n'est pas suffisamment stable, eh ben, c'est tellement agréable d'entendre des gens lancer des dithyrambes à votre rencontre que vous avez envie de les croire. Si on n'a pas des gens autour de nous qui nous disent, oh, 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 reviens, reste les pieds sur terre, c'est pas la vraie vie, ça. Ça peut être particulièrement déstabilisant. Mais est-ce que cette constante pression et ce stress aussi que, enfin, on reçoit dans le milieu sportif, professionnel, mais aussi amateur, ça vous a pas aidé à peut-être mieux gérer la pression que vous rencontrez dans la vie? Enfin, par Il y a, exemple, les élèves qui font, je sais pas moi, des compétitions et des tournois dans leur sport, ils apprennent à gérer cette pression et ce stress et puis peuvent le transposer notamment dans leurs épreuves et, enfin, je sais pas moi, écrites d'école. Est-ce que ça vous a aidé aussi dans ce sens, le sport? ouais, mais en fait, t'as posé la question et t'as presque fait la réponse. Ouais. Oui, oui, forcément. Même si avec le recul, je m'aperçois qu'il y a vraiment deux sortes de stress. Et que le stress, la gestion du stress,
a besoin d'une forme d'expérience pour être transposé de manière pertinente. Au début de sa carrière, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on rencontre, on ne sait pas vraiment ce à quoi on s'attend, j'allais dire qu'on a une forme d'insouciance qui fait que on ne connaît pas, donc on y va et on verra. Puis, quand on gagne, qu'on perd, les fois d'après, on sait ce qui a gagné ou ce qui a perdu. Et du coup, ça renvoie à un enjeu qui est supérieur. Et ce stress, le stress qui est d'ailleurs très souvent associé à des sentiments négatifs, avec l'expérience, moi, je me suis aperçu que ce stress-là, c'est un carburant, c'était quelque chose qui me rendait vivant, parce que si on n'a pas d'émotion, et le stress est une émotion, si on n'a pas d'émotion quand on fait ce qu'on fait, à quoi bon? À quoi bon? Le sportif pro, il ressent des émotions, il en donne, ce stress-là devient vraiment une essence de pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais à chaque fois que j'étais sur un terrain, moi, je vais vous renvoyer la question. À chaque fois que vous êtes devant un examen et vous savez que votre sujet, vous connaissez par cœur. Le stress, il est un peu moindre, on est d'accord? Oui, Bon, eh ben, faut vous imaginer que quand on rentre sur le terrain, on a cette sensation-là. On a cette sensation, bien sûr, il y a un adversaire qui va nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, on est fort, et on est fort individuellement et collectivement de ce qu'on est capable de produire. Et à partir de là, on ne se dit pas qu'il y a un moment donné, on va plus savoir faire. On sait qu'on sait faire. On sait qu'on sait faire. Et ça change quand même beaucoup dans l'approche du stress, et ça change pas mal de choses dans la manière que tu avais d'illustrer la transposition d'un monde à l'autre. C'est si, à chaque fois que vous partez en examen, vous êtes complètement sereine parce que vous avez bossé comme des bêtes et que vous connaissez vos sujets sur les bouts des doigts, je pense que et parce que théoriquement, il n'y aura personne dans la salle d'examen pour vous empêcher de faire ce que vous avez à faire, j'imagine que le niveau de stress sera un peu moins élevé que si vous avez juste commencé à réviser la veille. C'est vrai. C'est pas, c'est pas beau. Ok, bah, je peux passer à la prochaine question. Ah, ouais, on voulait vous demander c'était dans quelle édition quelle émotion, ah oui, quelle émotion vous a apporté de recevoir la médaille d'or au Jeux de Pékin 2008? J'ai l'impression qu'on vous dicte les paroles, là, les questions. Un peu. Elle n'était pas écrite, celle-là? Non, elle Euh, est pas- euh, c'est une émotion qui est extrêmement puissante, mais elle est puissante notamment parce qu'elle est décuplée. Moi, on a eu la chance de gagner en équipe. Et là, le gars qui est juste derrière vous, là, sur le panneau, Usain Bolt, lui, quand il arrive et qu'il franchit la ligne d'arrivée en première position, qui gagne le record du monde en plus, super, euh, il est le seul à ressentir ce qu'il ressent. Nous, on était 14 gars qui en même temps ressentaient ça. Et c'était d'une puissance incroyable parce qu'on est à la fois content pour soi, mais on est mais on est aussi très content pour les autres. Et tout ça, ça décuple les sensations, ça décuple les sentiments, ça décuple la joie. C'est vraiment un truc incroyable. Et la première fois que je suis champion olympique, euh, il y a ce côté de on l'a fait, on y est arrivé, et ce côté de ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que le parcours, le chemin pour aller jusqu'à ce moment-là, il est long et il est dur, il est particulièrement exigeant. Tu dors pas bien, tu manges parce qu'il faut mettre du carburant dans la machine, mais j'allais dire, si on te filait à bouffer du sable, ça serait pareil. Il n'y a plus rien qui a de goût. Euh, la compétition de handball aux Jeux Olympiques, tu joues un jour sur deux. Et donc, tu passes
un jour entier à te préparer au match qui arrive. Tu passes quelques heures à essayer de te retaper et déjà ton esprit part sur le prochain adversaire et ce que tu auras à faire très vite. Et ce qui laisse en fait quasiment jamais de répit au cerveau. Et c'est aussi ce que j'ai ressenti quand la cloche a sonné, qu'on savait qu'on était champion olympique. C'était aussi de se dire, je vais pouvoir avoir un peu de répit. Et parce que du coup, vous étiez dans une équipe, comme vous l'avez dit, c'est quand même un sentiment très particulier. En plus, le sport, c'est vraiment un endroit où tout le monde dit le sport pour tous, donc c'est un endroit où il y a plein de mixité. Et donc, j'imagine que vous avez fait des rencontres incroyables, que vous avez vécu des moments géniaux. Donc, qu'est-ce que vous retenez, vous, en tant qu'athlète, de votre parcours? Alors, il y a quelque chose que je vous ai pas dit aussi concernant la victoire au jeu, juste sur la question précédente, mais qui finalement renvoie à la question que tu viens de poser. Aux Jeux Olympiques, il y a cette idée d'une grande équipe de France. C'est-à-dire que c'est une équipe de France qui ne se limite, nous, on est un sport collectif, donc on a l'habitude d'évoluer en équipe. Mais pour plein d'autres athlètes, ce sentiment, ils ne le connaissent pas. Et ils le découvrent avec les Jeux où tout le monde est habillé de la même manière, il y a une identification forte, toute la délégation française, la grande équipe de France est au courant de ceux qui chaque jour sont en compétition, et il y a un vrai partage. Il y a un vrai partage de ces moments de joie, de ces moments de stress, de ces moments des fois d'échec. Et ça, c'est quelque chose qui rend encore cette médaille encore plus forte, encore plus forte. Et finalement, ce que moi je retiens vraiment, ce sont les gens et les rencontres. Parce que j'ai eu cette chance-là de rencontrer plein de monde dans des conditions qui sont assez exceptionnelles. Hein. Il y a toujours un sentiment qui m'a, moi, à la fois émerveillé et fait un peu peur, c'est que le jour de la cérémonie d'ouverture, le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il y a généralement, en fonction des éditions, environ entre 10 et 11 000 athlètes. Et avant la cérémonie d'ouverture, eh ben, il y a 10 000 personnes, ou un peu plus, qui rêvent, qui ont le même rêve. Ils espèrent tous décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et je trouvais ça assez hallucinant de penser que à ce moment-là, il y a 10 000 personnes qui veulent exactement la même chose. Je trouvais ça assez bluffant. Mais donc, pour en revenir à ta question, les personnes et le chemin, ce que tu partages avec eux. Et cette cérémonie d'ouverture, enfin aussi, le handball est lié toujours à la Handball, dernière. handball. le- Pardon. Il y a cette cérémonie d'ouverture et donc le handball est toujours lié à la aussi dernière épreuve des Jeux Olympiques, donc toujours avant la cérémonie de clôture. Est-ce que vous retenez de ça? Puis aussi, vous n'avez pas mentionné que vous avez passé les Jeux Olympiques avec votre frère, donc dans la même équipe de France, de handball aussi. Donc est-ce qu'il y a le fait que l'épreuve est juste avant la cérémonie de clôture? Est-ce que ça augmente quelque chose? Alors, euh, pour être totalement honnête, je crois que je n'ai participé à aucune cérémonie de clôture. Ah, ok. Mais parce que nous, comme on est la dernière épreuve, en gros, il aurait fallu faire le dernier match, se doucher, se mettre sa tenue de parade et aller défiler. Or, personne n'avait envie de défiler. Là, tout le monde avait envie de se retrouver, faire la fête, partager un autre moment entre nous. Donc, les cérémonies de clôture, j'en ai pas vécu. J'en ai pas vécu. Euh, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça renvoie à l'exigence de cette compétition où c'est vrai que ça s'arrête pas beaucoup, que le rythme est assez intense et qu'on finit souvent très très fatigué parce que à la fatigue physique s'ajoute la fatigue psychologique et c'est vrai que ça donne j'allais dire un parcours un peu particulier sur ces jeux. Pendant la quinzaine des jeux,
on voit des athlètes qui arrivent et ils ont leur jour de compétition. Et on sait que ce jour-là, il faut qu'ils soient présents. Et nous, on les voit, et donc on les voit arriver, être concentrés, fermés, se préparer à leur compétition, performer, être compétent et ramener une médaille d'or. Et après, on les voit faire la fête. Mais nous, on est toujours dans la compétition. On les voit rentrer à 7 heures du matin, quand nous, on part au petit-déj et à l'entraînement. Eux, ils arrivent de boîte de nuit. C'est ça, en fait, le contraste des jeux aussi. Et ce contraste-là, nous, on l'a pas vécu parce qu'on savait pourquoi on était là et que le but du jeu, c'était forcément de ne pas se laisser distraire par toute la vie qui est à côté, et notamment le fait que certains aient fini quasiment à la première ou à la deuxième journée des Jeux, et après, ils restent pendant 15 jours en mode touriste, quoi. Donc, ça, c'est aussi une dimension à prendre en compte. Donc ça, c'est un peu particulier pour les handballeurs. Après, pour répondre à ta question sur mon frère, j'avoue que en fait, on a partagé quasiment. On a des carrières qui sont quasiment gemellaires. Donc, depuis, on a attaqué à Chambéry au même endroit. Alors, lui, il a 2 ans d'avance, donc il a attaqué deux saisons avant moi. Moi, je suis arrivé 2 saisons après. On a quitté le club en même temps. Lui, il intègre l'équipe de France fin 96, fin 1996. Et moi, je l'intègre fin 1997. Il s'arrête avec les Jeux 2012. Moi, je m'arrête. Je fais encore un stage, une pseudo-compétition amicale en 2013. Mais voilà, on part en 2002 de Chambéry et on va à Hambourg. On y reste pendant 10 ans ensemble. Et ensuite, et à Hambourg, on rentre tous les deux avec nos familles à Chambéry. Donc, il a toujours presque fait partie de cet écosystème, cet environnement-là. Et bah, c'est sûr que, alors, en plus, on s'entend et on s'est toujours entendu très très bien. Bah, c'est sûr que ça magnifie beaucoup de choses parce que t'as à la fois les copains et puis la famille, quoi. C'est un truc un peu fou. Et est-ce que du coup, malgré le fait que vous n'ayez pas pu faire la fête, donc comme vous l'avez expliqué, avec les autres équipes, les choses comme ça, parce que vous deviez être dans la compétition pendant 15 jours, est-ce que vous avez pu vous lier d'amitié avec d'autres d'autres sportifs pendant les JO, d'autres pays et tout, ou Oui, vous étiez vraiment trop dans la compétition? oui. Alors, il y a déjà tellement de monde dans la délégation française. Tu vois, je sais pas combien on était, mais entre 400 et 500 personnes, un truc comme ça. Donc, enfin, tu vois, ça fait déjà vachement de monde. Et j'avoue que il y a déjà tellement de monde à découvrir qu'on reste très souvent entre Français, qu'on a très souvent, lors des dernières soirées, on se rattrape des 15 jours pendant lesquels on n'a pas fait la fête. On fait une fête avec tous ceux qui sont là, tous ceux qui restent, tous ceux qui sont encore en forme, parce qu'il y en a qui sont déjà trop fatigués pour continuer. Mais nous, on essaye de finir en apothéose, ouais, et donc forcément que tu tisses des liens avec plein de monde et avec des gens qui sont comme toi venus chercher une médaille d'or, qui ont réussi, qui ont échoué, mais dans lesquels tu partages ce moment et cette expérience-là. Et revenons maintenant à votre parcours d'athlète un peu. Ouais. À quel moment vous avez un peu compris que vous vouliez faire de votre passion, donc le handball, votre métier, oui, j'ai bien dit, le Handball. handball, le handball, Oui. votre métier officiel. Professionnel. C'est un peu particulier. Moi, quand j'étais minot, quand j'avais votre âge, le... se projeter et s'imaginer qu'un jour j'allais gagner ma vie et j'allais être handballeur professionnel, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, ou alors c'était peut-être les 10 meilleurs Français gagnaient un peu d'argent, mais c'était pas du tout un plan en fait. C'était pas du tout programmé, c'était pas du tout identifié. Et d'ailleurs le deal avec mes parents, c'était bah, c'est bien sympa ton sport, mais on te laisse en faire tant que scolairement t'assures.
Euh, et ces questions-là, elles m'ont animé tout le temps, en fait. C'est de me dire, ben ouais, ok, le handball c'est bien, mais... Et puis, j'ai eu la chance que dans mon... Là où j'allais au lycée, enfin, j'étais en sport-études, ce qui aujourd'hui s'appelle un pôle espoir. Et ben dans la ville dans laquelle était mon pôle espoir, à Chambéry, il y a une équipe de première division enfin, il y a une équipe qui est montée en première division l'année où mon frère Guillaume passe son bac, en fait. Et du coup, moi, quand le bac en poche, je deviens professionnel tout de suite, mais presque avant que j'y ai même réfléchi, quoi. Ça s'est passé comme ça, parce que je continuais à franchir des étapes au niveau sportif, bien évidemment, parce que les gens avaient perçu en moi quelqu'un qui pourrait potentiellement avoir le niveau pour devenir un bon joueur. Mais en fait, ça s'est fait très naturellement. Mais quand je réfléchis, je me dis, mais si il avait fallu faire des choix forts, se dire, ben, euh, tu bouges très loin de chez toi, tu prends des risques d'arriver dans un endroit que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas. Est-ce que j'aurais fait les mêmes choix, eu la même carrière? J'en sais rien. Enfin, il y a quand même eu un alignement des planètes qui était assez fou, quoi. Et c'est pour ça que moi, je me considère vraiment comme quelqu'un qui a eu de la chance. Mm. Maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui font ce sport-études ou même qui plus pratiquent ce sport dans le cadre scolaire, donc en sport Ouais, scolaire, mais même pour devenir professionnel. et pour devenir professionnel aussi. Et est-ce que vous avez un message particulier à leur faire passer à ces élèves pratiquant le sport scolaire? Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et faites plein de sports différents. Mais moi, je suis persuadé que... Alors, je suis persuadé que le plaisir de la pratique vient également beaucoup des encadrants. Je sais qu'il y a votre prof de sport qui m'entend là juste derrière, mais les compétences pédagogiques des profs de PS qui sont souvent quand même ça c'est ma petite analyse, qui sont souvent considérés dans les classes des profs comme ceux qui sont en survêt et qui bossent pas vraiment. Euh, leur compétence, elle est essentielle et elle est centrale dans l'approche du sport et dans la manière avec laquelle les jeunes vont avoir envie d'eux. À un moment donné, ce partage-là, il nécessite un certain nombre de compétences pédagogiques, une certaine envie de faire partager ça. C'est une porte d'entrée vers plein de choses extraordinaires. Enfin, moi, j'en ai vécu, mais faites. Et faites, j'allais dire, je suis président d'un club de hand, mais faire du sport, il y a 1000 manières de faire du sport. Que ce soit tout seul, que ce soit avec des potes sur des city-stades. Aujourd'hui, il y a de partout, toutes les collectivités locales quasiment ont développé des outils pour pouvoir justement ce qu'on appelle la pratique sauvage, comprendre la pratique qui n'est pas gérée par les fédérations. Voilà. Et ben, des possibilités, il y en a 1000. Il faut juste les saisir. Et si on se sent pas forcément l'envie, parce que ouais, le sport, quand on n'a pas l'habitude, au début, bah, ça fait des courbatures, on transpire. Et ben, faut amener les potes. Et quand on est plusieurs et qu'on se donne rendez-vous, et ben, si c'est des potes, on leur pose pas des lapins et on y va. Et après, non seulement ça devient naturel, mais ça devient un rendez-vous que vous voudrez louper pour rien au monde. Mm. Oui, parce que du coup, en ce moment, enfin, les écoles permettent de plus en plus aux élèves de pouvoir pratiquer des sports. Et donc, ça, c'est génial parce que ils sont pas forcément. Nous, on a une amie, par exemple, qui s'entraîne au hockey à très haut niveau. Elle est possiblement éligible pour l'équipe des JO de Française. France. Voilà. Et l'école, donc ici, lui a permis de pouvoir sauter quelques heures de cours. Ils ont aménagé son emploi du temps pour qu'elle puisse pratiquer ses entraînements. Et je trouve ça incroyable que les lycées
déjà puisse offrir à tout le monde l'occasion de faire du sport. Après, elle est déjà sur une perspective de très haut niveau. Donc, Mhm. euh, pour moi, je pense que les établissements scolaires ont beaucoup à gagner à aménager leurs emplois du temps pour permettre des créneaux identifiés dans lesquels, alors j'allais dire, dans lesquels ceux qui ont envie de faire du sport puissent le faire, et sans forcément passer par la grille d'évaluation de votre prof de PS qui va vous noter pour le bac, d'une manière un peu simple et désintéressée, parce que le sport, c'est un vecteur de plaisir, c'est un vecteur de santé, c'est un vecteur de cohésion sociale. Et donc, pour moi, tout le monde a tout à gagner à ce que se développe au sein des établissements scolaires ce genre de pratique. Là, quand on parle de quelqu'un qui est sur de l'accession au plus haut niveau, ben, votre copine là, qui va faire les jeux avec l'équipe de France de hockey, quand on lui posera la question, ben, elle dira, bah ouais, ben, moi, dans mon lycée Jean Monnet à Bruxelles, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont permis de continuer ma pratique de très haut niveau tout en me permettant d'assurer le niveau scolaire. Et ça, les lycées, ils fonctionnent aussi avec ça. Mais maintenant, il y a des occasions aussi pour faire du sport sans forcément être noté, comme des associations sportives au sein du lycée. Nous, on a donc l'AS LFJM, qui le logo est ici. Mais il y a aussi des organisations comme l'UNSS. Donc, c'est l'UNSS. C'est C'est pourquoi? C'est le sport scolaire. l'Union C'est nationale du sport scolaire, un truc l'Union comme ça. nationale du sport Mais scolaire. je connais. Ouais, ouais. Oui, mais pour les... Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Euh, qui donc organise des événements, donc par exemple les JIJ, et ça crée enfin, des mini-jeux olympiques, des événements pour que les sportifs puissent faire du sport sans forcément avoir la pression de la note, donc des profs de PS. Mhm. C'est Et bien. du coup, quel est votre plus beau souvenir, vous, en tant que sportif? Un souvenir précis, un peu. Petite anecdote. C'est compliqué. On m'a souvent demandé de hiérarchiser. J'ai eu la chance, j'ai eu cette chance-là de vivre tellement de choses différentes. Euh, mais je pense que la première fois où on devient champion du monde, enfin, où je deviens champion du monde avec l'équipe de France, plutôt dans ce sens-là, la première fois, c'est à Paris. On organise les championnats du monde en France. C'est 5 ans avant votre naissance, en 2001. Cette première fois, elle est d'une intensité folle. Elle est d'une intensité folle parce que on sort de Jeux Olympiques complètement ratés 3 mois et demi avant. On sort des Jeux de Sydney qui se passaient en septembre parce qu'on était au printemps australien. Euh, et où l'équipe est vraiment dans un état catastrophique. Et on arrive à se réunir pour ce truc qui nous dépasse parce on a envie de faire quelque chose, d'aller le plus loin possible dans cette compétition qui va se dérouler en France, sur notre territoire. Euh, et on est loin d'être parfait, hein. On est loin d'être très bon même. Mais par contre, on affiche un courage, une solidarité et du génie parfois qui fait qu'on arrive à renverser des situations qui semblaient complètement invraisemblables. Je pense qu'avant cette compétition, les bookmakers devaient dire vous terminerez dans les 6 premiers, quoi. Ouais. Autour de la 5e, 6e place. Et c'est aussi ça, la magie du sport, c'est de se dire que ben, tant qu'un match n'est pas joué, ben, tout est ouvert. Et nous, on y a cru très fort. Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui y croyaient autant que nous. Et ça a marché. Et donc et comme en plus c'était la première fois pour moi, je pense que c'est un truc qui est vraiment particulier.
c'est beau de réussir ouais, à être motivé alors que tout le monde, en plus, quand les Ouais. gens vous disent que vous n'allez pas y arriver, ça donne encore plus envie d'y arriver, je trouve. Donc, je trouve ça super. On peut passer peut-être à la dernière question. Donc, vous êtes directeur sportif au centre de Chambéry. Et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, du coup, en tant que directeur? Alors, en tant que directeur sportif, je fais plein de choses. C'est-à-dire que je m'occupe d'un côté du sport professionnel. Donc là, on gère des contrats, on gère des relations avec les agents, on gère de la performance ou de la contre-performance en fonction des moments et en fonction des personnes. Donc on gère de l'argent. Mais je gère aussi des jeunes qui sont au centre de formation. Alors, les centres de formation des clubs professionnels, ce sont, euh, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit juste avant, moi j'ai eu mon bac, je faisais partie de la sport-études, et j'ai eu mon bac et je suis passé directement pro. Aujourd'hui, il existe une espèce d'étage intermédiaire entre les pôles espoirs, ou les sports-études, et le niveau professionnel. C'est une obligation du ministère des Sports, hein, qui nous dit, vous êtes un sport collectif professionnel, vous avez l'obligation, au sein de vos clubs pro, d'y intégrer des centres de formation. Les centres de formation, au handball, parce que c'est pas une vérité de partout, tout le monde a l'obligation d'avoir un centre de formation, mais chacun vient le mettre à un moment différent du parcours de progression. Chez nous, il arrive après le pôle espoir. Donc nous, c'est généralement après le bac. On récupère les jeunes. Et alors, on a des obligations vis-à-vis de ces jeunes. Il faut les nourrir, il faut les loger, il faut assurer leur suivi sportif, il faut assurer leur suivi médical et il faut assurer leur suivi socio-pro. C'est-à-dire qu'ils sont tous, ils font tous des études et il faut s'assurer que tout ça, ça fonctionne. Bon. Mais au-delà de ça, le message que moi, je transmets systématiquement, c'est que le handballeur ou le sportif, de manière plus générale, le sportif que l'on est n'a rien à voir avec l'homme. Et je pense que notre mission est aussi et surtout de former des hommes. Des hommes. Alors nous, on ne forme pas de femmes. C'est pas parce qu'on est misogyne, mais notre club a que des garçons. Ah. Euh, Notre club a que des garçons. Et moi, j'insiste beaucoup sur les savoir-être, la manière avec laquelle les jeunes prennent conscience de comment ils sont vus, de comment ils se comportent, de comment ils font attention aux gens qui gravitent autour d'eux. Euh, le respect des gens, des personnes, des lieux, pour moi, c'est un truc qui est central. Et en plus, c'est, je pense, une qualité qui fera d'eux plus tard des sportifs plus accomplis que s'ils n'avaient pas ces qualités-là. Donc, cette dimension du respect, elle est assez centrale. Je trouve que elle est duplicable en plus à tous les milieux. Et j'insiste beaucoup, oui, sur ces savoir-être-là. Si j'avais un seul message à faire passer. Merci. Et aussi, pour terminer un peu, j'aimerais revenir sur le thème donc, de la semaine des lycées français du monde, qui est le sport pour tous et pour toutes. On a votre club, donc il n'y a que des hommes, mais est-ce que ça vous évoque quelque chose, ce thème de sport pour tous et pour toutes? Bien évidemment, bien évidemment. En fait, je suis aussi vice-président de la Fédération française de handball. Et dans ce cadre-là, en tant qu'élu, je suis co-responsable d'une partie de la politique fédérale du développement du handball sur le territoire. Il y a un vrai enjeu, de société, euh, et notamment chez les jeunes filles, sur l'accès au sport. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que chez les garçons, c'est finalement
un peu plus naturel, même si on observe malheureusement un développement de la sédentarité. On a cette chance-là. Moi, par exemple, dans mon club, chaque année, je refuse des jeunes qui voudraient pratiquer. Je refuse pas parce qu'ils sont pas assez bons. Je les refuse parce que j'ai pas de place. J'ai pas de place. J'ai pas de gymnase pour les faire s'entraîner. J'ai pas d'encadrant pour accompagner leur pratique. En gros, je peux pas en accepter autant que je veux. Mais j'allais dire que l'enjeu, il est presque pas là. Parce que celui qui va pas venir dans mon club, ben, il ira peut-être dans un club voisin. Mais lui, il a fait déjà la démarche de venir organiser et structurer sa pratique sportive. Euh, les enjeux au niveau des enjeux sociétaux, c'est comment est-ce que des gens qui sont à l'extérieur de ces réflexions-là, dont les parents ne sont pas du tout sportifs, qui culturellement sont très loin du sport, comment ceux-là, on arrive à les sensibiliser. Et j'allais même pas parler de sport, j'allais dire bouger. Bouger. Foutez vos écrans dans les frigos et bougez. Mais rien que ça, je suis persuadé qu'en termes de santé, en termes d'ouverture sur le monde, ben, je suis persuadé que tout le monde y gagnerait. Et je suis d'ailleurs désolé qu'on n'ait pas des politiques qui aient été plus accompagnatrices, notamment dans la vue de la perspective des Jeux 2024, de ce genre de comportement. Mm. Eh bien, merci alors. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec plaisir.